jusqu'à finalement un temps assez proche, il n'y avait pas ou peu de contact entre l'industriel fabricant et le professionnel utilisateur. C'est un peu une chasse gardée de la part des distributeurs qui ont un peu du mal à s'ouvrir, en tout cas à fluidifier les contacts entre les uns et les autres. Quelles erreurs fréquentes commettent encore les industriels dans leur approche commerciale et marketing aujourd'hui? Alors, j'ai envie de dire, c'est la culture de l'ego. C'est-à-dire qu'on a des industriels, surtout quand ils ont une certaine notoriété, qui pensent qu'ils sont plus forts que tout le monde et qu'ils peuvent réussir tout seuls. Le problème, c'est que si on ne mesure pas l'efficacité de ces actions et si on n'a pas de feedback et de retour d'information de la part de l'utilisateur, finalement, on ne sait pas ce qui se passe, si ça a eu un intérêt et si finalement on a fait mouche ou pas. Bienvenue dans Fab Info, le podcast qui décrypte les enjeux de la donnée produit dans l'industrie. À chaque épisode, on donne la parole à celles et ceux qui vivent la réalité du terrain. Fabricants, distributeurs et experts. On parle format, PIM, e-commerce, relations clients et transformation digitale. L'objectif ? Comprendre comment la donnée devient un levier de croissance, de différenciation et surtout de vente. Je suis Lucas. Et je suis Paul, et ensemble, on vous emmène dans les coulisses de la donnée produit. Fab Info, là où les données deviennent des ventes. Bonjour Hugues. Bonjour Lucas. Ravi de vous recevoir sur le podcast Fab Info. Vous êtes le CEO de Vipro. On va passer un peu plus de 30 minutes ensemble sur différents sujets. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours et également la genèse de Vipro? Écoutez, avec plaisir, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle effectivement Hugues Lecomte. Pour l'historique, j'ai fondé une agence qui s'appelle Do It, qui est basée à Strasbourg, qui était spécialisée dans le marketing opérationnel en 93. Le hasard des rencontres, les affinités m'ont amené à m'intéresser au monde du bâtiment. Et après plusieurs expériences, dont des tournées de démonstration multimarques sur les parkings de distributeurs, on a eu l'idée avec quelques industriels de créer Vipro, qui est une plateforme collective qui facilite la relation entre les industriels et les artisans du bâtiment et qui a été créée en 2018. Voilà. D'accord, très bien. Merci pour cette courte présentation. Peut-être sur Vipro, comment vous définissez aujourd'hui votre mission auprès des industriels du BTP et de l'habitat? Alors, notre objectif au sein de Vipro, c'est de favoriser la relation entre les industriels fabricants et les utilisateurs professionnels de leurs produits. Donc, on va, j'ai envie de dire, dynamiser la filière du bâtiment en faisant en sorte que les leviers promotionnels des industriels soient considérés comme des véritables leviers de croissance pour eux. Et pour ça, on s'appuie sur trois choses. La première, c'est que on va assurer une prescription avancée de leurs produits, notamment en créant des contenus qui vont avoir une orientation, on va dire, facilité d'usage et intérêt de l'usage. On va centraliser la gestion de leurs leviers promotionnels qui vont s'exprimer en offre cashback et en VI points de fidélité. Et puis, on va analyser les comportements d'achat justement sur la base de ces premières actions pour être en capacité de pusher des offres qui soient de plus en plus ciblées, de plus en plus pertinentes, j'ai envie de dire, pour ces utilisateurs. Ok. En quelques chiffres, c'est combien maintenant de clients, de partenaires chez Vipro? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 20 industriels partenaires, entre 20 et 25. On a, alors ça bouge tous les jours, mais un peu plus de 16 000 entreprises artisanales inscrites. Ça représente 100 000 professionnels, en gros, sur le terrain, qui utilisent les produits de nos partenaires. Et ces actions promotionnelles ont permis de générer un peu plus de 40 millions d'euros d'achats de produits l'année dernière. Bravo pour ces chiffres et bravo pour déjà le chemin accompli jusqu'ici. Merci. Hugues, aujourd'hui, avec vous, j'aimerais aborder trois grands thèmes, trois grandes parties pour nos auditeurs, principalement fabricants, industriels du bâtiment. Il y a une première partie pour évoquer les nouveaux enjeux commerciaux pour les industriels du BTP. Ensuite, j'aimerais parler de deux piliers qui sont assez complémentaires pour la performance des produits. Et donc, autour de la donnée produit, c'est structurer la donnée produit par rapport à l'activer. Donc, vous êtes justement beaucoup plus sur l'activation commerciale. On va y revenir. Et dans une troisième partie, évoquer ensemble les tendances du marché et des conseils qu'on pourrait donner très activables aux directions industrielles. Ça vous convient comme programme?
C'est parfait. Bon, commençons. Selon vous, Hugues, comment évoluent les attentes des artisans? Donc vous ciblez justement cette clientèle, un côté client qui vont utiliser ces cashbacks. Comment évoluent ces attentes côté artisan, installateur et clients professionnels vis-à-vis des fabricants industriels? Alors nous, on a fait le constat que ces utilisateurs professionnels, finalement, étaient en attente d'informations de plus en plus, je dirais, pertinentes dans leur travail quotidien. Alors, on analyse finalement au travers de 4 phénomènes concomitants. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus d'innovations qui sont mises sur le marché par ces industriels. Le deuxième, et c'est pas péjoratif, mais il y a une baisse de connaissances ou de compétences de la part des réseaux de distribution, et c'est logique parce qu'il y a de plus en plus de produits à vendre et ils ne peuvent pas tous les connaître. Le troisième, c'est qu'il y a des normes et des réglementations qui sont de plus en plus contraignantes. Et enfin, le quatrième, et qu'on a des fois tendance à oublier, c'est que le consommateur final, donc client de l'artisan, il est lui-même de plus en plus informé de par la digitalisation. Ça, je dirais, pousse l'artisan à être expert dans ce domaine et donc s'appuyer sur la connaissance des marques qui fabriquent les produits et qui sont donc les mieux placés pour accompagner ces artisans. Ouais, OK, je vois bien. Et quelle est la principale difficulté rencontrée aujourd'hui par les industriels, justement pour activer efficacement leurs produits auprès du terrain, en fait, distributeurs et utilisateurs finaux? Alors la principale difficulté, c'est que jusqu'à finalement un temps assez proche, il n'y avait pas ou peu de contact entre l'industriel fabricant et le professionnel utilisateur, tout simplement parce que l'industriel, il vend un réseau de distribution qui lui-même revend les produits à l'utilisateur professionnel. Et j'ai envie de dire, c'est un peu une chasse gardée de la part des distributeurs qui ont un peu du mal à s'ouvrir, en tout cas à fluidifier les contacts entre les uns et les autres. Là aussi, c'est normal, ils préservent finalement leur précaré. Ce qui fait que eh ben, il y avait un manque d'information, donc une information qui n'est pas diffusée jusqu'à l'utilisateur et un retour d'expérience qui ne revient pas vers le fabricant. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles on a créé ViPro, pour casser ces verrous sans froisser, encore une fois, personne et sans nuire aux intérêts ni des uns ni des autres, mais en tout cas pour faciliter cette fluidification d'informations qui est nécessaire si on veut améliorer les performances sur le terrain. Question un peu complémentaire par rapport à ça, mais c'est vrai qu'avant Dipro, finalement, l'industriel, lui, quel levier il avait d'activation, hormis ses distributeurs ou comme vous l'avez très bien décrit, je trouve, la relation avec les contraintes et le contexte de chacun. Comment, avant Vipro, un industriel, il fait pour activer commercialement ses produits? Bah, alors, il peut passer par des campagnes de publicité, des médias, il peut aller sur les salons. Maintenant, avec la digitalisation, il peut aussi utiliser les réseaux sociaux, mais c'est très compliqué, je dirais. Alors, il peut y avoir une information descendante. Le problème, c'est que si on ne mesure pas l'efficacité de ces actions et si on n'a pas de feedback et de retour d'information de la part de l'utilisateur, bah, finalement, on prêche un peu dans l'univers, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas Ouais. ce qui se passe, si ça a eu un intérêt et si finalement on a fait mouche ou pas. Donc, il faut de l'interactivité et donc il faut des liens pour que quelque part on puisse être efficace à tous les niveaux. Et il faut aussi un sujet, donc ça fait une bonne transition vers ma prochaine question. Il faut aussi de la donnée produit. Et donc, quel rôle, selon vous, joue la donnée produit et l'information la plus fiable possible dans cette évolution des attentes de l'artisan? Alors c'est primordial, hein, la donnée produit pour, je dirais, communiquer sur un même langage, accompagner les offres, parler finalement, je dirais, du même produit, il faut être en capacité de l'identifier. Donc il faut que du côté industriel, effectivement, on ait de la donnée fiable et à jour pour qu'on puisse pousser l'information et de manière exhaustive. Et puis, c'est ce qui nous permettra, au travers de retours et de l'interactivité qu'on va créer avec les utilisateurs, c'est aussi d'identifier finalement les produits qu'ils utilisent pour faire le rapprochement
à la fois, on le verra tout à l'heure, pour gérer des offres promotionnelles, mais aussi pour être en capacité, encore une fois, de se comprendre et de parler le même langage, en identifiant clairement de quoi on parle. Bien sûr. Et est-ce que vous accompagnez justement, vous avez un rôle à ce niveau-là? On va en parler, hein, dans la prochaine partie aussi des données produits et des 2 piliers activés, structurés. Heu, Quel constat vous faites quand vous accompagnez un industriel? Est-ce qu'au début, c'est un enjeu pour vous de comprendre son mapping un peu de données et comment il est structuré au niveau de ses informations commerciales, marketing? Alors, oui, nous, de toute façon, on a besoin, de ces informations produits. Donc, généralement, on travaille sur des fichiers type FAB10 ou équivalent. Donc on va récupérer finalement son PIM, hein, ces données produits, qu'on va, on le verra, essayer d'enrichir le plus possible, pour pouvoir encore une fois être en capacité, à la fois de prescrire les bonnes informations, les bons produits, et puis de paramétrer finalement les offres, et de gérer les offres promotionnelles qu'on va associer finalement à cette divulgation d'informations, en parlant des bonnes références. Fichier FAB10, le fameux fichier FAB10, dans l'industrie, particulièrement bâtiment qu'on connaît bien chez Daiteo. Ça me permet une courte parenthèse, pour parler rapidement de la solution. Mais donc Daiteo, nous, justement, on permet aux fabricants industriels de centraliser, de structurer, diffuser efficacement, leurs données produits, médias et tarifs, vers l'ensemble de leurs clients distributeurs. Et justement, le fichier FAB10 est un fichier qu'on retrouve largement chez ces acteurs, qui s'est, démocratisé, qui met du temps, mais les efforts sont mis pour arriver à une certaine harmonisation. Est-ce que vous la sentez? Vous voyez cette évolution, de l'harmonisation quand même des données produits grâce notamment au Fabrice? Alors oui, c'est indéniable. Par contre, il y a encore des progrès. C'est là où vous avez tout un rôle à jouer. C'est que quelque part, on est très complémentaires, j'ai envie de dire, sur la démarche, puisque vous allez nous aider et surtout aider les industriels à structurer et à compléter ces informations pour qu'elles soient le plus pertinentes possible dans les messages que nous, on va diffuser auprès des utilisateurs. Alors la complémentarité, justement, vous faites bien d'en parler. Complémentarité entre structuration des données et activation, là où vous êtes, donc vous très fort, où nous on va plutôt se charger de la structuration et de la diffusion des données. Vous allez aider les industriels à les activer. C'est la deuxième partie. Ma première question, chez Vipro, donc vous vous situez clairement du côté de l'activation commerciale. Qu'est-ce qui différencie une marque qui active bien ses produits d'une autre qui ne le fait pas? Ah, c'est justement, la donnée dont elle dispose, en fait. Si quelque part elle a, une donnée qui est, bien structurée, enrichie, notamment avec, pas uniquement des contenus techniques, hein, il faut aussi des contenus, ce qu'on appelle nous médias, des photos, des vidéos, la documentation, des argumentaires produits. Tout ça, c'est ce qui va nous permettre, nous, de diffuser une information la plus complète et la plus fiable possible auprès de l'utilisateur. Et on s'en rend compte au sein de ViPro, puisque on va se servir de cette base-là pour, je dirais, pusher les informations produits auprès des utilisateurs et, je dirais, accompagner les offres promotionnelles qu'on va mettre en avant dans le cadre du programme. On ne peut pas apporter une information, je dirais, complète et surtout crédible si on ne parle que de prix, que de promo, de cash et autres. C'est bien, mais ça doit s'accompagner d'un argumentaire produit qui justifie finalement l'usage et l'achat potentiel de ce produit de la part de l'utilisateur. Donc, nous, au sein de ViPro, on va utiliser cette donnée, bien évidemment. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on va l'enrichir. On va accompagner nos industriels pour l'enrichir. Donc, on a des testeurs, par exemple, sur le terrain, en tant qu'artisans, qui vont faire des contenus vidéo et qui vont venir enrichir les fameux fichiers FAB10 et les médias au sein de ces fichiers FAB10. On va rédiger un certain nombre de contenus aussi. Donc, tout ça, c'est ce qui va alimenter finalement la donnée qu'on va adresser. Le, 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 le- les données produits, donc les références, les descriptifs techniques, tout ce qui va nous permettre de reconnaître un produit plutôt qu'un autre, c'est ce qui va nous permettre aussi d'activer les fameux leviers promotionnels, donc du cashback, donc un remboursement partiel de l'achat de ces produits ou des points de fidélité qu'on va pouvoir activer nationalement ou localement. Donc ça, il faut pouvoir le faire, je dirais,
sur des produits bien précis, parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde et pour tous les produits. Et puis, sur tous les retours d'expérience que l'on a, parce que pour je dirais, délivrer le cash et les points qu'on propose à l'artisan, on reçoit des preuves d'achat, des factures, et donc on va enregistrer finalement les données de ces preuves d'achat, ce qui va venir alimenter notre base de données et la base de données donc, des industriels, à la fois pour bien s'assurer finalement, encore une fois, des retours d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui a intéressé un artisan, qu'est-ce qu'il utilise, qu'est-ce qu'il achète pour ses chantiers. Et en fonction d'ailleurs du type de chantier qu'on va finalement profiler par cette connaissance comportementale, on va pouvoir peut-être le réorienter vers des choses qui sont plus pertinentes pour lui. Alors ça peut être du simple cross-selling, mais ça peut être aussi des produits qui sont plus efficients en matière d'environnement, en matière de prévention des risques. Enfin, tout ce qui va, encore une fois, améliorer ses performances, tant dans la mise en œuvre des produits que même dans l'argumentaire que lui-même va pouvoir délivrer auprès de ses clients finaux. Et ça, finalement, bah, à la base, c'est la donnée produit qui nous permet, au sens large, qui nous permet d'activer finalement tout ce programme tout au long de l'année. Et quel constat vous faites quand vous avez de nouveaux industriels ou parmi vos exemples clients? On l'a bien résumé au début, on a des distributeurs qui sont en attente maintenant aussi de ces argumentaires, les artisans également, d'avoir plus d'informations marketing commercial. Et pourtant, on se rend compte, nous aussi chez Daiteo, que finalement, dans tous ces fichiers, cette donnée produit, il y a surtout une volonté d'enrichissement au niveau environnemental, réglementaire, même de caractéristiques techniques, logistiques, et peut-être un peu moins d'effort qui est réalisé sur le volet marketing et commercial. Pourquoi, selon vous, et est-ce que vous avez vu des bonnes pratiques concrètement chez des industriels qui arrivent, qui ont quand même déjà beaucoup structuré en interne les choses? Alors oui, il y en a, et on en a nous au travers de VI Pro, et c'est ce qu'on essaye de faire tout au long de l'année, puisque j'ai envie de dire, VI Pro, c'est presque le moteur de l'activation des actions commerciales pour une marque. Nous, si vous voulez, on a un dispositif qui est extrêmement complet, c'est-à-dire que on peut activer les offres cashback à la référence sur des paliers d'achat, sur des lots virtuels, donc plusieurs références complémentaires qui seraient achetées simultanément. Ça peut être en monomarque, ça peut être en multimarque, puisqu'il peut y avoir des marques complémentaires pour un artisan selon le type de chantier qu'il peut avoir. Enfin bref, tout un tas finalement de modalités qui vont nous permettre finalement d'activer commercialement des offres qui soient pertinentes. Parce que, je veux dire, le simple prix d'achat n'est pas un argument pertinent en soi. Alors certes, ça a un intérêt pour le bénéficiaire, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, l'utilité du produit, la pertinence par rapport à son type de chantier, par rapport à ses besoins, c'est extrêmement important et tout aussi important que le prix. Donc, et puis, il ne peut pas y avoir que du prix moins cher. Je veux dire, quand on fait de l'innovation et quand on a des produits à plus forte valeur ajoutée, ben, on ne peut pas être le moins cher. Donc, tout ça, il faut arriver à le faire comprendre. Et c'est justement cette structuration des données et l'usage de ces données qui nous permet de programmer des offres, encore une fois, très pertinentes et très différentes de ce qui se pratique au travers des réseaux de distribution habituels. Et c'est ce qui fait toute la richesse du programme VI Pro. Alors, ça, c'est vrai pour les offres cashback. Et puis, nous, on a des offres cashback qui sont couplées à un programme de fidélité, donc des points de fidélité, qui, eux, vont être accordés par tranche de 10 € d'achat sur tous les produits d'une marque. Bon, bah, il faut pouvoir les identifier, ces produits. Et de cette connaissance des comportements et des produits achetés, et ben, c'est ce qui va nous permettre justement de délivrer des offres complémentaires. Parce que le plus dur, encore une fois, c'est pas d'identifier le gros acheteur de ces produits pour un industriel, mais c'est d'identifier l'acheteur ponctuel, ce qu'on appelle le diffus, qui lui, ben, on va le déceler comme ça avec quelques points de fidélité une fois de temps en temps, et on va pouvoir finalement entrer en contact avec lui, entretenir une relation de confiance avec lui et lui faire des offres pertinentes tout au long de l'année. Parce que c'est ça finalement le défi aussi, il y a une volonté d'aller se connecter au client final. Donc l'artisan qui aujourd'hui, il y a très peu de relations, vous l'avez mentionné au début, entre l'artisan et l'industriel, alors qu'il y a une volonté d'avoir
les feedbacks sur les produits, pour améliorer aussi les prochaines productions, les innovations. Ça, c'est un vrai défi pour l'industriel. Ah, c'est clair, c'est clair. Encore une fois, cette interactivité, ces échanges permanents qui font que, voilà, c'est comme ça qu'on améliore sa R&D, c'est comme ça qu'on est plus pertinent sur les offres que l'on fait. On a trop souvent vécu, nous, des campagnes de promotion où ça tombe d'un service marketing qui, parce qu'il a un produit à lancer, il va faire une offre sur ce produit-là, mais finalement, sans aucun feedback du terrain, qui fait que on peut taper à côté et puis on peut rater une année parce que voilà, on s'est entêté à promouvoir un produit plutôt qu'un autre, ou alors parce que quelque part on n'a pas perçu finalement ni l'intérêt ni le type d'usage que pouvait en avoir le professionnel sur le terrain. Et vous l'avez vu maintenant en termes de résultats concrets, justement, grâce à Bipro, des exemples de marques qui ont pu s'inspirer de cette connexion, cette nouvelle connexion avec l'artisan pour l'utiliser en côté marketing, voire même R&D et production? Ah oui, alors nous, très clairement, parmi les plus gros utilisateurs de notre dispositif, on a des paniers moyens, si vous voulez, qui ont été augmentés en matière d'équipe. Alors, on distingue deux types d'industriels chez nous. On a ceux qui sont plus dans l'équipement de l'entreprise, l'électroportatif, de l'outillage. Là, on a des... alors, c'est pas les produits qu'on achète tous les jours, donc on a des paniers moyens qui progressent de x2, x2,5 sur une période de 2 ans. Par cette connaissance, encore une fois, du client et par les offres qui sont de plus en plus ciblées, de plus en plus pertinentes. Et quand on est dans des produits à poser, hein, notamment dans la plomberie ou dans des produits assez récurrents sur des chantiers, là, on peut avoir des paniers moyens qui progressent de x6, x7 sur la même période. Donc, c'est clairement la connaissance, encore une fois, du besoin, l'analyse des comportements d'achat et le push d'offres ciblées, utiles, qui ne soient pas inclusives, pas, on ne pousse pas des offres qui n'intéressent personne. En fait, encore une fois, on va plutôt essayer d'envoyer des messages en petit nombre, mais qui sont extrêmement bien ciblés. Et c'est ce qui fait que finalement, ça fait mouche et qu'on obtient ces résultats-là. Et bien évidemment, ça permet aussi à des industriels de tester des nouvelles technologies. Vous parliez d'environnement tout à l'heure. Effectivement, il y a de plus en plus de produits intéressants, en tout cas plus efficients pour l'environnement. Pour autant, encore une fois, il faut pouvoir passer l'info à l'utilisateur, qui ne l'a pas forcément. Et puis ensuite, c'est en lui rappelant régulièrement par des messages liés à l'analyse de ses comportements d'achat qu'on va petit à petit l'amener à utiliser d'autres produits, proposer d'autres produits à ses clients, lui fournir l'argumentaire qui va lui permettre finalement de le revendre auprès de ses clients. Et c'est cette finalement connaissance et interaction permanente qui fait que tout le monde évolue dans le bon sens. Alors, je pense qu'on a bien compris que pour réussir donc ces activations commerciales, la structuration des données produits en amont est assez indispensable. Ça, je pense qu'on a répondu à la question pourquoi. Maintenant, comment? Comment on fait? Qu'est-ce que vous avez identifié comme bonne pratique? On a des exemples, nous aussi, de notre côté, en termes de structuration en amont de données produits. Comment l'industriel doit s'organiser pour réussir ces activations commerciales au niveau de la structuration? Alors, encore une fois, il faut qu'il dispose d'une base de données qui soit fiable, claire, enrichie et qu'on vienne alimenter, je dirais, au fil de l'eau avec toutes les interactions qu'on va créer. Et une base de données, elle ne doit pas rester figée, elle ne doit pas rester fixe une fois pour toutes. Et puis voilà, le travail est fait, est terminé, on passe à autre chose. Non, il faut enrichir en permanence cette base de données. Et puis, on va utiliser, encore une fois, notamment au sein de VI Pro, dans les outils et les actions qu'on va mettre en œuvre, toutes ces données qui vont en générer d'autres et qui vont venir automatiquement enrichir les premières. Ouais, c'est ça, c'est surtout une question aussi de moyens. Moi, je le vois trop souvent, encore des industriels qui n'exploitent pas, par exemple, les données du service client. On considère encore ce service comme un support post-achat, qui serait pas, intéressant, d'exploiter au niveau marketing, au niveau commercial, alors qu'en fait, c'est un levier d'information et de données produits hyper structurant. C'est là où souvent on récolte, ben, les feedbacks, un peu plus, constructifs au niveau des produits pour éviter des erreurs dans le futur. Au niveau des productions, c'est là aussi où on voit parfois certaines valeurs ajoutées qui peuvent ressortir de ces appels avec le service client.
Est-ce que vous voyez d'autres idées, de bonnes pratiques comme ça pour essayer d'enrichir encore les informations marketing et commerciales? Bah, nous, on essaye d'avoir le maximum d'interactivité et surtout, alors nous, on va s'intéresser, comme on va recevoir finalement des preuves d'achat qu'on va enregistrer chez nous pour octroyer le cash et les points, on va finalement enregistrer tout ce qui est acheté par un artisan. Alors, c'est pas pour être intrusif, là encore une fois, mais c'est vraiment par une connaissance globale de ses besoins et de ses achats sur l'ensemble de ses chantiers tout au long de l'année, que ce soit pour des partenaires VI Pro ou d'autres industriels qui ne sont pas partenaires VI Pro, c'est ce qui va nous donner finalement une cartographie, entre guillemets, de son besoin et de ce qu'il utilise. Et c'est ce qui va nous permettre effectivement à affiner finalement les actions qu'on va mener et les offres qu'on va pouvoir lui pusher de manière pertinente sans, encore une fois, taper à côté et sans être intrusif, c'est-à-dire lui envoyer les offres qui ne l'intéresseraient pas et qui viennent finalement polluer sa boîte mail ou c'est les messages qu'on va pouvoir lui adresser. Oui, parce que finalement, aujourd'hui, c'est une information, l'industriel, qui ne peut pas avoir. Notamment, je pense à une marque qui construit un produit A, par exemple la salle de bain, je suis industriel qui fabrique un bâti support. On va tous Mm. penser à une marque, évidemment, Mm. mais peut-être que cette marque, justement, ne va pas construire la colonne de douche ou la plaque de Mm. déclenchement qui va avec. Et donc, c'est intéressant pour l'industriel de savoir quelle marque ou quel autre produit est acheté au même moment dans le même panier, justement pour construire cette activation marketing et commerciale. Exactement. C'est intéressant pour la marque parce qu'encore une fois, ça peut déclencher une offre sur son produit qui n'était pas utilisé ou pas acheté le professionnel en question. Puis c'est intéressant pour le professionnel parce que quelque part, lui, il a un besoin global et quelque part, on va pouvoir lui pusher des choses pertinentes, complémentaires, qu'il n'utilise pas ou qu'il ne connaît peut-être pas. Et c'est de par, encore une fois, cette interaction et cette connaissance générale qu'on arrive à optimiser un certain nombre de choses. Et comment on suit alors la fidélisation? Je crois savoir que justement, c'est un des points forts aussi de Vipro, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de relations avec le distributeur, de comment on se positionne et donc l'industriel, comment il peut mieux activer ses produits commercialement. Mais il n'a aucune visibilité aujourd'hui sur la fidélité du diffus. Justement, le petit artisan qui passe chez son distributeur tous les jours et qui, du jour au lendemain, arrêterait d'acheter cette marque. L'industriel, finalement, il n'est pas au courant. Lui, il a toujours un volume d'achat auprès de son distributeur. Comment ça peut être utile et comment il récupère cette information? Alors, chez nous, encore une fois, il a une connaissance générale de tout ce qui est acheté par on va dire, le membre du programme VI Pro. L'intérêt d'un programme multimarque et multi-enseigne comme le nôtre, c'est que justement, il peut avoir euh, une information générale qui n'est pas forcément uniquement liée à ses produits. C'est par opposition, si vous voulez, on a des programmes monomarques qui existent ou des programmes mono-enseignes où finalement vous agrégez les plus gros acheteurs de votre marque ou les plus gros clients de votre enseigne, mais vous ne savez pas ce qui se passe à côté et encore moins pour le diffus, puisque le diffus, c'est effectivement quelqu'un qui va acheter un produit de temps en temps, voire qui n'en achètera jamais, qui achètera un produit concurrent. Et si vous n'avez pas quelque part un dispositif qui vous permet d'avoir une vue globale et transversale des choses, et ben, tout ça, ça passe à travers les mailles. Or, le diffus, comme vous le disiez, c'est entre 60 et 80% d'un business additionnel pour un industriel. C'est là où il va chercher finalement ses propres leviers de croissance. Et donc, il faut absolument des outils, des moyens pour identifier cet acheteur ponctuel ou ce prospect et être en capacité d'entretenir une relation avec lui. Alors nous, on se base pour ça sur le programme de fidélité, VI Pro, qui lui est transversal. L'artisan va cumuler les points de fidélité dans un même compte, quelle que soit la marque, le produit et le lieu où a été acheté ce produit. On a donc une vision globale de ces achats. On va faire en sorte de le fidéliser par, comme je le disais tout à l'heure, une information pertinente et ciblée. C'est-à-dire que une des premières choses que nous dit un artisan quand on le rencontre, c'est que
il se dit, oula, vous travaillez pour X marque, on va avoir 200 000 messages par semaine et vous allez pourrir notre boîte mail. Non, justement, on va travailler sur une information, encore une fois, ciblée et pertinente, et on va lui garantir que on va centraliser cette information. Donc, nous, on adresse des messages par métier qui regroupent finalement les informations utiles sur ces chantiers. Donc ça, c'est une manière de créer une relation de confiance. Parce que au fil de l'eau, il s'aperçoit qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ses données, qu'on ne fait pas n'importe quoi avec son nom, ses coordonnées, et qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec les infos qu'on lui adresse. Et puis ben, ensuite, les offres que l'on fait, il faut qu'elles soient à la fois le plus pertinente, mais le plus rapide aussi en matière de traitement. Euh, j'ai envie de dire aujourd'hui, tout le monde a déjà fait l'expérience d'un centre de gestion où vous envoyez une preuve d'achat, on vous demande vos coordonnées sur papier libre, un RIB, tout un tas d'informations, et puis si tout va bien, 6 à 8 semaines après, vous recevez l'avantage auquel vous aviez droit en achetant ce produit-là. Bon, bah, chez nous, on essaye justement de faire tout l'inverse, c'est-à-dire on connaît nos artisans puisqu'ils sont inscrits une bonne fois pour toutes, on a leurs coordonnées, on sait qui ils sont, on vérifie bien évidemment leur compte, ils enregistrent leur facture d'achat si elles ne remontent pas automatiquement par l'API qu'on a développé et qui nous permet de connecter les réseaux de distribution. Et puis, en 6-8 jours, au lieu de 6-8 semaines, on va traiter finalement la demande et on va octroyer le cash et les points sur le compte de l'artisan. Très clair. Bon, je pense que là, on a un bon résumé des bonnes pratiques sur l'activation commerciale. On a bien compris le lien aussi avec la structuration. Pour compléter, ce qu'on voit aussi dans l'outil, c'est en termes de bonnes pratiques, des industriels qui vont bien répartir par canal de vente en fait, leurs distributeurs. Nous, dans la solution, on permet justement d'avoir une page client pour bien sectoriser client par client, distributeur par catégorie, les informations qui sont attendues, parce qu'on ne parle pas de la même manière à un canal de vente GSB et à un canal de vente professionnel. Les arguments marketing, justement, ne seront pas les mêmes. Et donc, une nécessité en amont de structurer la donnée produit de manière différente, dans des groupes, dans des sections d'attributs, et de paramétrer des matrices de diffusion différentes selon le typologie de client. Et c'est ça, finalement, le pilotage de l'activité de distribution, parce que il y a un enjeu avec vous, Wipro, de se connecter avec l'artisan, et en même temps, les ventes se font en direct. Qui achète ces distributeurs? Et donc, il y a une nécessité de bien structurer aussi sa diffusion et le pilotage de son activité de C'est clair. distribution. C'est clair. Vous observez le marché BTP de très près, forcément. Quelles tendances fortes vous voyez émerger dans la relation fabricant, distributeur, artisan? Alors très clairement, on en parle depuis longtemps, mais je pense que là, maintenant, on y arrive très concrètement, c'est la digitalisation du marché, hein. Aujourd'hui, dans les faits, un artisan, il consulte Internet, il fait ses achats éventuellement sur des sites de vente en ligne, il aura bientôt une facturation digitalisée. Donc, tout ça, je dirais, milite pour que à la fois, encore une fois, on ait des données fiables et qu'il y ait un maximum d'interconnexion entre les différents systèmes. C'est un peu là aujourd'hui les limites de tous ces outils. On l'a vu avec l'émergence du BIM à une certaine époque, c'est qu'on développait des choses extraordinaires pour gérer des chantiers, mais avec des outils qui ne communiquaient pas entre eux ou qui n'avaient pas les mêmes langages. Et donc, du coup, finalement, ça servait à personne. Plus on sera interconnecté, plus on pourra, je dirais, au contraire, partager l'information et la diffuser au plus grand nombre, et plus ça sera efficace pour tout le monde. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire au travers de l'API VIPRO Connect. Dans notre, je dirais, métier, cette API, elle permet de connecter des réseaux de distribution qui, grâce à cette API, quand un industriel fait une offre cashback ou point de fidélité sur vipro.fr, et l'API va synchroniser ça sur le site e-commerce du distributeur ou sur l'intranet du distributeur si c'est une coopérative par exemple. Donc sans rien faire, sans qu'il y ait de mise à jour, l'offre sera visible sur ce site de vente.
puisque nous, on vend rien directement, ça se passe toujours dans les réseaux de distribution. Donc l'artisan qui aurait été convaincu, intéressé par cette offre et par ce produit, eh ben, il va pouvoir finaliser librement son achat chez ce distributeur, il va payer son produit à ce distributeur, et au lieu d'avoir à enregistrer sa facture d'achat pour bénéficier du cash et des points de fidélité, eh ben, cette facture va nous remonter automatiquement. Donc, à la fois une information qui se diffuse au plus grand nombre, qui dynamise encore une fois les différents acteurs, puisque il y a un call to action en quelque sorte qui peut se mettre en place très rapidement pour tout le monde. Et puis, on élimine toutes les contraintes, puisque l'exemple que j'évoquais tout à l'heure où il fallait renvoyer tout un tas de preuves d'achat, et ben là, c'est l'automatisation du système qui nous remonte cette preuve. Et alors, pour le coup, c'est beaucoup plus facile à traiter pour tout le monde et beaucoup plus rapide pour la délivrance des points et du cash pour l'artisan. Quelles erreurs fréquentes commettent encore les industriels dans leur approche commerciale et marketing aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là? Alors, j'ai envie de dire, c'est la culture de l'ego. C'est-à-dire que on a des industriels, surtout quand ils ont une certaine notoriété, qui pensent qu'ils sont plus forts que tout le monde et qui peuvent réussir tout seuls. Alors, ça a très bien fonctionné et ça fonctionne encore très bien, encore une fois, pour activer un club de gros acheteurs, de gros utilisateurs de vos produits. Ceux-là, vous les identifiez facilement, vous arrivez à entretenir une relation et travailler avec eux toute l'année. C'est complètement utopique et impossible pour ce qu'on appelle le diffus, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il faut accepter, encore une fois, l'idée qu'on puisse changer un peu de paradigme et s'ouvrir aux autres et mutualiser un certain nombre d'actions pour être plus efficace. C'est un peu comme le principe de la carte bleue quand à un moment donné, on a utilisé un mode de paiement universel utilisé par tout le monde. Voilà. Donc nous, on est un peu dans cet état d'esprit-là en se disant, on a développé un outil et un moyen de dynamisation des ventes qui se veut le plus transversal possible, que tout le monde peut utiliser, et plus on l'utilisera, plus il deviendra universel et transversal, plus finalement on facilitera les choses. Et on se concentrera pour un industriel finalement sur sa R&D, sur la pertinence de son mix marketing, sur la connaissance client et sur la relation qu'il peut entretenir avec lui, plutôt que de réinventer à chaque fois des systèmes qui sont lourds à gérer, très onéreux et qui finalement flattent l'ego des services marketing, mais n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'utilisateur final. Si vous étiez à la tête d'une direction générale industrielle aujourd'hui, où est-ce que vous investiriez pardon, en priorité? Alors, déjà, j'accepterais l'idée d'ouvrir mes chakras et de changer mes habitudes. Donc, je ferai en sorte, si je dois mettre effectivement les moyens, d'avoir encore une fois, une base de données produits qui soit la plus complète, la plus fiable et la plus enrichie possible. Ça, c'est important. Et puis, je vais prêcher pour ma paroisse, mais en même temps, on est les seuls à faire ça aujourd'hui sur le marché. Donc, je m'abonnerai à VI Pro pour utiliser les outils, encore une fois, qui existent déjà et qui permettent de dynamiser ses ventes tout au long de l'année. Évidemment. Pour finir, Hugues, est-ce que vous auriez un conseil, une règle d'or que vous aimeriez partager aux directions marketing, commerciales ou générales qui nous écoutent? Bah, accepter, encore une fois, être curieux, j'ai envie de dire. Être curieux, justement, et s'intéresser à ce qui existe et à ces évolutions-là. J'entends trop souvent encore des directions marketing commerciales qui disent: Ah, mais nous, on travaille des distributeurs, on leur donne déjà des conditions d'achat très importantes, on ne peut pas réinvestir ou réempiler d'autres choses à côté. Le problème, c'est qu'on tourne en rond. Il y a une insatisfaction générale et en même temps, on entretient cette insatisfaction. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir ses chakras, accepter qu'il puisse y avoir d'autres modèles. Tout ne se fera pas du jour au lendemain, ça passera par des négociations au fil de l'eau, mais encore une fois, en bonne intelligence, on peut démontrer, et on l'a fait, nous, au travers de VI Pro, que finalement, tout le monde y avait son intérêt. On n'est pas en train de nuire à l'un ou à l'autre, au contraire, on va fluidifier un certain nombre de choses. Donc, j'ai envie de dire, euh,
accepter l'idée qu'il puisse y avoir d'autres modèles. Pour ça, nous, on a un contact qui est marc.vipro.fr. Vous vous inscrivez, on vous fait une démo complète et en toute transparence du fonctionnement de la plateforme. Un industriel pourra se rendre compte de la puissance de l'outil, de ce qu'il peut faire avec. On peut le faire aussi avec des distributeurs, puisque, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on a une API qui permet de connecter les distributeurs, qui pourraient d'ailleurs eux-mêmes utiliser le système pour abonder sur les offres et animer un programme relationnel avec leurs clients. Ça pourrait devenir demain le même outil, aussi bien pour l'industriel, le distributeur, que l'artisan. Donc, je dirais que ça a le mérite d'exister. Ouvrez vos chakras et regardez ce qui se passe. Après, en connaissance de cause, vous y allez ou vous y allez pas, mais au moins vous verrez que les choses évoluent de ce côté-là. Merci beaucoup, Hugues. C'était hyper enrichissant. C'est vrai qu'on aurait pu beaucoup parler aussi justement de la distribution, des distributeurs. Ça aurait pu être intéressant pour nos auditeurs industriels. Où est-ce qu'on peut suivre votre actualité, en savoir plus sur Vipro? Alors, vipro.fr, on a la plateforme, elle est ouverte, elle est transparente, elle est gratuite. On a un blog, le Vipro Mag, qui parle de l'actualité. On anime les réseaux sociaux. Et puis, encore une fois, vipro.marc.fr, ça, c'est la possibilité d'avoir une démo, une visio. Allez, vous bloquez un créneau d'1 heure et vous saurez tout sur le dispositif et comment ça fonctionne. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Hugues, encore pour cet échange très enrichissant. On peut vous suivre aussi sur LinkedIn, j'imagine, directement. Exactement. Et puis, alors, on essaie d'être présent sur le terrain, sur des salons professionnels, avec des partenaires. On essaye vraiment de créer du lien et de partager des bonnes idées avec tous ceux qui le veulent bien. Et merci à vous tous qui nous écoutez d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. Vous pouvez également suivre Daiteo sur LinkedIn, vous inscrire, demander une démonstration pour notre outil de diffusion ou de pilotage de votre activité de distribution. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci beaucoup, Hugues. Et encore une fois, Daiteo, très complémentaire de Vipro, puisqu'effectivement, c'est l'association des deux qui, pour un industriel, sera, je dirais, le tiercé gagnant. Exactement, la complémentarité de la structuration avec l'activation commerciale. À bientôt, Hugues, merci. Merci, à très bientôt. Fab Info, là où les données deviennent des ventes.